Tout le monde est là. Alors, merci à tous. Vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est super. Vous allez avoir une présentation de qualité avec des orateurs motivés et passionnés. Je suis ravie de vous accueillir sur cette session qui s'appelle Nouvelles tendances et innovations en addictologie. Alors, nous sommes dans la salle qui a la moins belle vue, mais en même temps, ça nous permet de rester concentrés sur les diapositives qui vont nous être proposées. On accueille des orateurs d'un peu partout en France. On a réussi le challenge de mêler des Parisiens et des Marseillais, quelques Clermontois et des gens de Tulle. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer. Je suis là pour réguler au cas où. La première présentation, c'est Lauriane Charuel, qui est pharmacienne toxicologue au CEIP et qui travaille aussi au Centre Antipoison de Paris, qui va nous parler de la cigarette électronique comme nouveau vecteur de substances à risque et notamment des cannabinoïdes de synthèse. Merci, donc bonjour à tous. Moi, je vais vous faire une présentation sur la cigarette électronique comme nouveau vecteur de substances à risque avec un focus sur les cannabinoïdes de synthèse par vapotage. Alors, pour contextualiser, comme vous le savez, la cigarette électronique n'a jamais été classée comme un outil de réduction des risques, mais véhicule l'idée de fumer sainement. Elle est réglementée en Europe, contrairement aux États-Unis, comme un produit du tabac, ce qui est notamment protecteur pour les mineurs. Et elle a permis une diminution par 2 des ventes du tabac entre 2000 et 2020. On observe une normalisation de la vaporisation et en parallèle une dénormalisation de l'usage du tabac. On peut voir aussi qu'on a une évolution des dispositifs de vapotage avec notamment la possibilité d'augmenter la température et la vitesse de chauffe pour se rapprocher en fait au maximum de la combustion. Et donc ça a aussi causé donc une augmentation record de la cigarette électronique chez les jeunes avec 1/3 d'expérimentation chez les jeunes âgés de 16 ans. Et au début du mois d'octobre, l'OMS a alerté sur la montée du vapotage chez les jeunes avec au moins 15 millions de jeunes dans le monde âgés de 13 à 15 ans qui utilisaient des e-cigarettes. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans le monde ? Aux États-Unis, il y a eu 2 épidémies. Une épidémie en 2020 de complications pulmonaires en lien avec la vaporisation, donc c'est l'épidémie EVALI, des complications pulmonaires parfois mortelles, et une seconde épidémie de vapotage chez les jeunes Américains de nicotine. Donc c'était la 2e épidémie de nicotine. Et donc cela a entraîné des réactions mondiales contre l'utilisation de la cigarette électronique avec des interdictions, des restrictions partielles et même des accès sur prescription. Et là, on peut voir sur la diapositive qu'il y avait au Canada, ils ont mis en place des campagnes de sensibilisation, notamment sur les risques pour les dommages aux poumons. Et donc, qu'en est-il des substances hors nicotine ? Donc, en 2013, on a observé les premiers signaux d'addictovigilance sur l'usage de cannabinoïdes de synthèse par vapotage chez des mineurs. Qu'est-ce que nous dit la littérature ? C'est qu'en fait, toute substance thermorésistante peut être vapotée et que même une substance thermolabile peut être rendue thermorésistante pour être vapotée. Et en 2022, on a l'apparition des néocannabinoïdes hémisynthétiques. Donc, je vais revenir sur ce que sont les cannabinoïdes de synthèse. Donc, ce sont une famille de nouveaux produits de synthèse qui ne contient pas de THC, mais qui en imitent les effets. Et les premiers ont été identifiés en France en 2008. Ils ont une action sur les récepteurs endocannabinoïdes CB1 et CB2, avec une affinité plus ou moins élevée vis-à-vis du récepteur CB1. Ils ont des structures chimiques variées, avec des effets plus puissants que ceux du THC jusqu'à 200 fois. Et certains ont une demi-vie longue, ce qui peut provoquer un effet psychoactif prolongé. Donc, ce sont des substances interdites qui sont classées sur la liste des stupéfiants. Ils peuvent se présenter sous de multiples formes, et notamment la forme e-liquide pour cigarette électronique. Et donc, en fait, ces e-liquides, ils renferment des mélanges de cannabinoïdes de synthèse qui évoluent dans le temps et qui sont vendus sous différentes appellations. Donc, on peut retrouver majoritairement le PTC, ou pète ton crâne, le Buddha Blue, le spleen, le seb, etc. Ce sont des produits qui sont très marketés, vendus majoritairement sur Internet, sous forme de e-liquide ou de puff. Et donc, comme je le disais précédemment, on a observé la 2e vague avec les cannabinoïdes d'hémisynthèse, qui sont une famille de nouveaux produits de synthèse calqués sur la structure chimique du THC, avec une puissance d'effet qui peut être supérieure et une pharmacocinétique qui peut être différente.
Donc le contexte, c'est aussi l'arrivée des puffs sur le marché en 2021, tout de suite avec une stratégie marketing agressive à destination des jeunes, voire des très jeunes, avec des emballages de couleurs colorées, des arômes sucrés. Et une étude a montré qu'un adolescent sur 10 avait déjà essayé la puff et qu'un tiers des utilisateurs de e-cigarettes avaient commencé avec la puff. Et la non-réglementation des cannabinoïdes hémisynthétiques initiales a dans un premier temps entraîné la vente de ces produits psychoactifs par la filière légale, notamment sous forme de puff. Donc on voit que la puff, c'est un peu un outil d'initiation au vapotage, au vapotage de nicotine, mais également de cannabinoïdes de synthèse. Ça a entraîné 2 vagues de réglementation. Tout d'abord, la réglementation des cannabinoïdes d'hémisynthèse sur la liste des stupéfiants, et également, au début de l'année 2025, l'interdiction des cigarettes électroniques jetables ou puff. Donc, que sait-on de la pratique de vapotage de substances psychoactives hors nicotine? Donc, les objectifs étaient de mieux caractériser les complications en lien avec le vapotage, de mieux connaître les produits consommés et de surveiller l'évolution du phénomène sur la période 2023-2024, avec une étude des données de la base d'addictovigilance afin de mieux caractériser les complications et les usages, les données de l'outil Oppidum, qui est un outil qui se tourne vers les usagers pris en charge dans les structures addictologiques, les données de la base d'appel Drogue Info Service pour savoir ce qu'en disent les consommateurs et leur entourage, et les données synthèse, qui sont des données d'analyse toxicologique, afin de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement dans ces liquides. Donc, concernant les données de la base d'addictovigilance, on a retrouvé pour la totalité entre 2023 et 2024 158 cas qui impliquaient un mode d'administration de substances psychoactives par vapotage. On voit qu'on avait, cela concerne majoritairement des hommes d'âge moyen 21 ans. On voit qu'on avait précédemment, en 2019 et en 2021, 2 pics d'usage de PET ton crâne dans des foyers régiospécifiques, c'est-à-dire dans la région de Caen et la ville de Reims. Donc ça, c'était plus un effet mode, donc loco-régional. Là, on s'attend vraiment à une vague beaucoup plus importante, avec des notifications à nouveau en hausse en 2024 et en 2025. Donc pour la majorité, pour un cas sur 2, il s'agit d'un mineur, majoritairement dans la tranche d'âge 15-17 ans, donc au lycée. Et on voit qu'on a une diffusion de la problématique par rapport aux données de 2021-2022. Quels sont les produits qui sont déclarés être consommés par les usagers? Donc la majorité, c'est des cannabinoïdes de synthèse qui sont vapotés, donc à 55%. Et on voit que dans le rapport précédent, c'était seulement 21%. Donc là, les usagers savent qu'ils consomment des cannabinoïdes de synthèse et déclarent en consommer. Et on voit également qu'on a l'arrivée des cannabinoïdes d'hémisynthèse avec 9%. Donc, quels cannabinoïdes de synthèse spécifiquement? Donc, c'est majoritairement le PTC ou le PET ton crâne. Donc, c'est toujours à la recherche d'un produit autre que la cannabis et plus puissant que ce dernier. On a de la polyconsommation seulement dans 24% des cas. Et on retrouve également des mélanges, donc notamment de CBD avec d'autres substances, ce qui montre une banalisation de l'usage et parfois donc, des usagers qui déclarent être à la recherche d'un effet booster ou d'un effet d'équilibrage lorsqu'ils mélangent avec le CBD. On a relevé également des contextes de consommation donc marquants, notamment avec un usage en établissement scolaire qui était très rapporté. Également des situations de prise forcée, de défis, de challenge en passant par les réseaux sociaux, des prises à l'insu. On a donc quels sont les principaux effets recherchés? Ce sont des effets qui vont la recherche de bien-être à la défense, en passant par l'anesthésie affective. Et on a également relevé d'autres cas marquants de motivation de consommation, notamment éviter la détection lors de la conduite. Ça peut être aussi en lien avec des difficultés d'approvisionnement en cannabis, pour la réduction des risques du cannabis et donc aussi pour le sevrage du cannabis. Les modes d'approvisionnement principaux que l'on a retrouvés dans notre étude, donc c'est le deal de rue, Internet et les réseaux sociaux, donc Snapchat et Telegram, et également les boutiques de CBD, donc c'est la vente de produits psychoactifs dans un marché légal avec une fausse image de produits non dangereux. Parmi les complications que l'on a majoritairement retrouvées, ce sont les complications neurologiques en premier.
Ensuite, ce sont les complications addictologiques avec un syndrome de sevrage qui est fort et intense décrit par les usagers et qui peut être responsable notamment de rechutes. En fait, certains usagers déclarent ne pas arrêter de consommer car ils ont peur de mourir. Et on a aussi donc, une force de l'addiction qui est rapportée notamment en lien avec l'addictogénicité du produit lui-même, mais également du fait de l'administration par vapotage, qui est la voie par laquelle le produit arrive le plus rapidement au cerveau. Et enfin, des effets psychiatriques. Et donc on voit que les effets recherchés de défonce et d'apaisement sont vite remplacés par des effets inattendus. Donc les complications sont à l'inverse de l'image véhiculée par la vaporisation. Pas de troubles cardiovasculaires car pas de tabac, pas d'addiction car associée à l'image du sevrage tabagique, pas de troubles neuropsy car associés aux produits et non aux dispositifs. Donc le message véhiculé sur le moins nocif se traduit faussement par une perception de sans danger. Donc 26% des produits ont été analysés, la majorité contenait des cannabinoïdes de synthèse ou des mélanges de cannabinoïdes. Mais on a également retrouvé des médicaments, donc comme la codéine, et également des stimulants comme les catinones de synthèse. Donc la cigarette électronique, potentiellement le vecteur de demain en fait, pour consommer toute substance psychoactive. Et on a également observé des inadéquations entre le e-liquide supposé être et en fait la réalité du contenu du e-liquide. Donc ça, c'est un second point de vigilance. Ensuite, donc, les résultats Oppidum. On a seulement 0,4% des usagers qui rapportent utiliser les cigarettes électroniques. Donc on voit que ni les usagers ni les soignants de ces structures se sont réellement emparés de cet outil comme outil de réduction des risques. Quand ils l'utilisent, c'est majoritairement pour le cannabis, mais également on peut voir pour l'héroïne, le crack, le subutex. Et donc en fait, tout produit peut être vapoté. Pour les résultats Drogue Info Service, donc ça c'est des résultats qui sont intéressants car ils offrent un angle de vue qui est différent avec le point de vue de l'usager lui-même ou de son entourage. On a eu une évolution croissante du nombre d'appels concernant donc le vapotage de substances psychoactives, le produit majoritairement déclaré est le PET crâne. Et les complications les plus rapportées sont la dépendance avec, encore une fois, le fort syndrome de sevrage. Et les données toxicologiques d'analyse des liquides. Donc, on peut voir que parmi les cannabinoïdes de synthèse, dans plus de la moitié des cas, le plus représenté, en fait, c'est l'ADB-butinaca. Mais on a également des mélanges, donc cannabinoïdes de synthèse et cannabinoïdes d'hémisynthèse, qui sont là. On a aussi l'apparition de nouveaux cannabinoïdes, donc en lien avec la réglementation en Chine qui interdisait la synthèse de précurseurs. Et on a aussi donc, la réapparition d'anciennes générations de cannabinoïdes de synthèse. Donc on voit que c'est perpétuel recommencement et que ça continue d'évoluer. Et on en est là actuellement à la 4e génération de cannabinoïdes de synthèse. Et concernant les cannabinoïdes naturels, on voit qu'on avait en 2023 des profils full spectrum avec tous les cannabinoïdes naturels présents, mais qu'en 2024, on n'a plus qu'un seul cannabinoïde naturel, et donc on peut se demander si ce n'est pas des substances de synthèse. Et la nicotine est également retrouvée, notamment en lien avec la volonté de la part du dealer de créer une plus grande accroche. Donc on a mis en évidence un signal inquiétant de mésusage de la e-cigarette par une population jeune, mineure à 51%, pour administrer des substances psychoactives puissantes, et majoritairement de la famille des cannabinoïdes de synthèse. Mais d'autres substances sont également rapportées, et donc cette évolution est à surveiller. Le Premier ministre britannique avait déclaré à la BBC qu'il était ridicule que les e-cigarettes aient été conçues et promues pour plaire aux enfants, alors qu'elles étaient censées être utilisées par des adultes qui arrêtent de fumer. Et donc, il serait peut-être nécessaire de replacer le vapotage comme un outil de réduction des risques et des dommages. Hop. Donc ça, c'est ce que l'on a vu, que donc, initialement, la cigarette électronique, c'était un outil de réduction des risques du tabac, parfois, enfin, du cannabis dans d'autres pays, et du CBD également. Et donc, que de l'outil de RDR, on est passé à un outil d'initiation, donc initiation chez les plus jeunes, initiation à la nicotine, avec une normalisation de la vaporisation, une initiation aussi aux cannabinoïdes.
Donc on a une dénormalisation du tabac et on a également vu un outil d'expérimentation avec des nouvelles substances qui sont consommées par vapotage comme les catinones et la codéine. Donc il est important de changer de regard sur les liquides qui peuvent en réalité contenir des substances dangereuses, tout ça dans un contexte qui est pourtant protecteur en termes de réglementation ancienne ou nouvelle. Et donc malgré l'interdiction des puffs au début de l'année 2025, on a toujours des revues qui mentionnent que les puffs sont toujours en vente, qu'ils écoulent les stocks, et maintenant on a même des détournements de la réglementation avec des puffs qui sont et rechargeables en e-liquide et rechargeables en batterie. Donc ça, c'est différents flyers de sensibilisation qu'on avait fait à destination soit des plus jeunes, soit des adultes. Et donc pour conclure, le vapotage se normalise dans la société et normalise de fait la place des cannabinoïdes de synthèse par vapotage en France. On a une évolution rapide des substances utilisées dans les cigarettes, dans les liquides, pardon. La cigarette électronique est potentiellement le vecteur de demain pour consommer toute substance psychoactive avec un risque addictogène supplémentaire. Et donc il est nécessaire d'informer sur les risques du vapotage de SPA hors nicotine et d'une surveillance large des nouveaux produits de vapotage. Il est également important d'avoir un discours clair auprès des plus jeunes au regard du développement marketing et d'Internet, avec une prévention duelle à la fois nicotine et cannabinoïdes. Et il faudrait replacer la cigarette électronique comme un outil de réduction des risques. Donc, deux warnings. Le message véhiculé du moins nocif se traduit par une perception fausse de sans danger. Et l'inadéquation entre l'étiquetage et le contenu réel des CBD de bien-être, en lien avec l'inadéquation de l'étiquetage entre donc, le contenu réel et il faut faire analyser ces e-liquides. Pardon. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Lauriane pour cette présentation très claire où on voit qu'effectivement, ne pas confondre le moins nocif avec le sans danger. Je ne sais pas si vous voulez faire les questions tout de suite après ou si on les fait à la fin. Je sais qu'il y a des intervenants qui vont partir, donc peut-être s'il y a quelques questions par rapport à cette présentation. En tout cas, c'était important de rappeler que c'est vrai que la vapoteuse est un bel outil de réduction des risques, mais peut aussi être vecteur de nouvelles consommations et de nouvelles pratiques, et notamment chez les plus jeunes, et d'où l'intérêt d'être toujours attentif. Je ne savais pas trop, moi, si les liquides, c'est utilisé par n'importe quelle vapoteuse, on peut mettre n'importe quel liquide. Oui. D'accord. Oui, oui. En fait, dans tous les cas, ça reste se présente de la même façon. Voilà, c'est ça. OK. Ben, merci pour cette présentation. La deuxième présentation, c'est monsieur le docteur Pierre Polomeni, qui est psychiatre addictologue et qui est membre de ELSA France, qui va nous faire une présentation sur les nouveaux produits de synthèse. Oui, bonjour à vous. Donc, je suis ravi de pouvoir vous présenter cet outil. Ça va être plutôt simple comme intervention, mais c'est un outil où vous allez participer. Je vais vous expliquer ça à la fin. Donc, je suis psychiatre addictologue, je travaille à Paris et à Marseille, et je fais partie de l'association ELSA France qui diffuse ce produit, cet outil. J'ai amené 14 brochures, donc vous êtes 14, donc mon côté génial s'exprime immédiatement. Donc il y en a là et là. Donc ça c'était pour la brochure. Donc en gros, il y a quelques années, j'ai aucun conflit d'intérêt. Il y a quelques années, la Mildeka a décidé de faire un groupe de travail sur l'arrivée des nouveaux produits de synthèse ou des nouvelles utilisations de produits. Donc il y a eu une brochure, une toute première brochure en 2016, puis une deuxième, puis une troisième. Donc celle-là, la toute dernière qui vient de sortir. Et parallèlement à ça, il y a une brochure qui est en ligne sur le site de la Mildeka. Et parallèlement à ça, on a fabriqué une application qui s'appelle NPS Psychoactif, qui permet d'avoir un accès direct à l'ensemble de ces 20 familles de substances avec toutes les informations les plus récentes les concernant. Donc c'est ça, je vais vous détailler en quelques minutes. Vous aurez la brochure et dans la brochure, il y a les QR codes pour télécharger l'application. Malgré mon âge, je suis extrêmement moderne. Regardez, je le dis, je le prouve. Il y a même les QR codes sur l'écran.
Et je vais vous dire à la fin pourquoi on a besoin de vous. C'est pour ça que cette présentation est assez importante. Les groupes de travail, donc c'est la MILDECA qui a financé, direction Laurent Carilla, il y a eu ANSM, les CEIP, l'OFDT, la DGS, la DGOS et Elsa France. La première brochure ressemblait à ça, je ne vais pas insister. La deuxième ressemble à ça, je vous l'ai montré. Et l'application est donc avec ces QR codes. J'ai fait pour vous, pour vérifier si la présentation de cette application était utile pour vous, pour nous tous d'ailleurs, j'ai fait ce qu'on appelle un benchmark, là aussi, discours. Parce combien y a-t-il d'applications en France qui peuvent mettre à disposition des professionnels et des usagers une information précise sur les nouveaux produits de synthèse? Je n'ai trouvé que 2, donc là aussi j'ai un appel vers vous. Si vous en connaissez d'autres, dites-le moi, que je complète. J'ai trouvé qu'une application de TechnoPlus et la fameuse KnoDrugs, que tout le monde connaît. Les deux sont complètement différentes de NPS, qui est donc vraiment dans un créneau tout à fait précis. J'ai rencontré un collègue québécois, un collègue suisse dans les 2-3 jours qui viennent de s'écouler. A priori, en application francophone, il n'y en a pas d'autres. Donc maintenant, parlons de l'application elle-même. Quand on entre dedans, c'est immédiat. L'accueil permet d'avoir immédiatement le tableau de bord de l'appli. Et on peut imaginer cette application utile dans 2 types de situations essentiellement. La première, c'est en situation d'urgence. Elle avait été conçue d'abord pour les urgences. Pour n'importe lequel d'entre nous, et en particulier les urgentistes, vous êtes avec un jeune, 18 ans, qui vomit, qui est avec un trouble de la conscience, qui a une coloration curieuse, etc. Et en interrogeant son environnement, il dit 1 ou 2 mots de ce qu'il aurait pris. PTC, mais miaou miaou, etc., etc. Et il a 2-3 signes. En entrant le mot de rue plus 1 de signe, on trouve probablement la famille de produits responsables. C'est aussi utilisable en Xapac-Arude, là dans un projet plutôt de discussion, d'échange. Qu'est-ce que tu prends en ce moment? Raconte-moi, on va regarder ensemble l'appli, voilà ce qui se passe. J'ai fait ça il n'y a pas si longtemps que ça avec un garçon qui me disait c'est drôle, quand je prends ce produit, je suis tout bleu, on fait les schtroumpfs, dans une situation de chemsex. On est des schtroumpfs qui faisons l'amour. Donc moi j'ai essayé d'être sérieux et j'ai essayé d'interroger. Et en fait oui, quand tu parles schtroumpf, c'est-à-dire couleur bleue de la peau, méthémoglobinémie égale a priori du nitrite d'amyle ou des choses comme ça. Donc, dans un truc, dans un Xapac-Arude, ça peut nous orienter aussi en discussion et en réduction des risques. Donc, le défi de l'évolution de l'application et de nos connaissances, les produits changent, on l'a vu encore avec la présentation précédente, et les noms de rue changent. En fait, je vais vous le dire tout de suite, c'est ce que je vais vous dire à la fin. Je pense qu'un des critères les plus intéressants dans cette appli, c'est qu'on rentre un nom de rue et on a la famille officielle. Et donc pour ça, il faut que je sois au courant de tous les noms de rue. Si possible nationaux, parce que j'imagine que dans le Pays Basque, ce n'est pas les mêmes noms de rue qu'à Marseille. Ça, je ne vais pas pouvoir faire. Mais par contre, si on a, par exemple, le PTC national, le miaou miaou est national. Donc si vous avez des infos, on peut les rentrer à toute vitesse sur la famille correspondante. Et on fait gagner un temps fou aux collègues et aux urgentistes. Donc, effet selon les mélanges et doses. La présentation clinique est limitée, ça c'est un peu casse-pied. Quelqu'un qui ne va pas bien avec un produit de synthèse, en fait il ne va pas bien, il a un trouble de la conscience, il vomit. Il n'y a pas des signes caractéristiques. La législation change et ça aussi on met à jour. Quand je parlais d'évolution, j'ai fait un petit diagramme pour rappeler par exemple l'évolution des catinones. Au tout début de la préhistoire, nous n'étions pas nés, il y a eu le cat. Et ensuite, il y a plein d'évolutions. Évidemment, on n'est pas censé lire ce diagramme pour montrer qu'on est encore en train d'évoluer. Les produits arrivent, les classements arrivent,
et que c'est tout à fait important de rester attentif à toutes ces évolutions. Donc, sur le plan légal, les décisions se succèdent, il faut les connaître en fonction là c'est surtout dans l'hexapacarud, il faut pouvoir dire, attention, ce produit que tu utilises est devenu illégal, parce que parfois il y a une espèce de pseudo-immunité en fonction de certains produits, et là il y a des classements permanents qui bougent. Donc je reçois de la part de l'ANSM, donc je reçois, quand je dis je, c'est l'application, des alertes régulièrement, en me disant, il faut que tu notes que ça c'est classé, ça c'est classé, ça c'est classé. Donc ça c'est parmi les derniers classements que je vous ai montré, mais on n'insiste pas, hein. C'est dans l'application de toute façon, c'est mis à jour, c'est implémenté très rapidement. Et donc je voulais insister, avant de finir, sur deux familles qui sont notre actualité de cliniciens et dans l'appli. C'est les nouveaux opioïdes de synthèse. Il y avait une présentation sur en Estonie, je crois, les nitazenes qui remplacent le fentanyl. Et effectivement, ça bouge. Et moi, j'ai eu à Paul Brousse des premiers cas de nitazène. Et c'est vrai que ce que disait le collègue, c'est qu'on est quand même à la frontière intérêt-problème avec le nitazène. Même mes patients les plus aguerris étaient vraiment très mal avec ce produit. Donc ils hésitaient à se faire plaisir avec autant de problèmes. Donc eux-mêmes ont partagé ça. Je vous rappelle la puissance de ces produits. Moi j'aime bien cette image. C'est un saint américain. Je me tourne vers vous pour savoir si je déborde. Ça va encore? Un saint américain, c'est tout petit. Et quelques grammes, quelques poussières de substance font une overdose. J'ai eu une histoire de douanier qui a soulevé un sachet, il y a une vague brume, non, il n'est pas mort. Il a fait une overdose sévère. Donc ça, c'est très, très important d'imaginer à quel point ça peut si c'est diffusé, à quelle puissance, à quelle vitesse ça peut entraîner une overdose. Et comme ça a été dit aussi, attention, une dose de naloxone ne suffit pas. Donc toute cette connaissance implique de la prévention. Donc voilà, le rapport, la différence entre nitazène, les fentanyloïdes, etc. Ce n'est pas exactement la même molécule de base. Bon. Vomissement, trouble de la conscience. Je dis tout le temps ça, mais c'est peu spécifique, la clinique. Ça, c'est très, très gênant pour les urgentistes. Tu as un mec de 20 ans, il vomit, il a des troubles de la conscience. Qu'est-ce que c'est? Donc là, l'appli, on a les 20 substances mises à jour régulièrement. Donc j'ai fait la liste des 20 substances qui sont actuellement listées dans l'application. Donc là, il y a les premières qui sont... Il y a leur type, stimulant et hallucinogène. Et ensuite, il y a un certain nombre d'informations dessus que je vais vous montrer. Il y a la liste des CEIP. Donc dès qu'on a dans l'application, on peut aller tout de suite sur le CEIP correspondant à sa région. Et donc là, dans chaque famille de substances, il y a une description. Par exemple, les catinones de synthèse, voilà la structure. Ensuite, la législation, donc qui est mise à jour. Les complications. Donc on a tout. Donc ensuite, on s'en sert comme on peut, parce qu'il y a beaucoup de choses, évidemment. Une diapo qui n'est pas à sa place, c'est l'augmentation des nitazènes. Ça, c'est une diapo québécoise. Quand on sait la puissance et les effets secondaires de ce produit, on est embêté. C'est pour ça que j'en parle un peu plus. Ces fameux nitazènes, donc voilà la présentation dans l'application, structure chimique, effets recherchés, complications, cadre législatif donc qui change, qui bouge, juillet 2024 pour les dernières. Et enfin, deux trucs. Premièrement, il y a quelques éléments pour la prise en charge. Et surtout, vous savez que chaque fois qu'on tombe sur une addiction ou sur un nouveau produit, on doit le signaler. Et l'application permet en un clic de faire directement un formulaire qu'on peut envoyer ensuite au ministère, ce qui fait qu'on peut déclarer beaucoup plus facilement les nouveaux produits qu'on rencontre. C'est des QR codes, je ne vais pas vous le refaire, c'est la troisième. Donc à télécharger, à utiliser très tranquillement, il n'y a aucun conflit d'intérêt, il n'y a rien, c'est une application gratuite financée par l'État, faite par l'ANSM, etc. Donc c'est vraiment du solide. Donc une demande sur ce que vous pouvez renvoyer comme nouveau nom de rue ou comme nouvelle idée pour qu'on la mette à jour. Je vous remercie de votre attention.
Merci, docteur Polomini. C'était très intéressant en tout cas, et c'est toujours utile d'avoir des outils nouveaux qu'on peut éventuellement partager, interactifs, qui puissent évoluer avec les apports des différents intervenants. Et c'est vrai qu'avec ce problème des nitazones, comme vous disiez là, qui sont des médicaments, enfin des nouveaux produits beaucoup plus puissants que la morphine, le fentanyl, et oui, ça peut effectivement poser problème pour nos jeunes patients. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? N'oubliez pas de prendre la brochure par contre. Hein. Je dis Oui. Je ne vais peut-être pas vous la passer, je ne vais peut-être pas faire le tour pour la passer parce que ça va faire un peu promotionnel exagéré, mais bon. Il y a une question. Bonjour. Je rejoins en fait l'intérêt que porte Pierre pour cette application en fait, et à diffuser aussi dans vos hôpitaux en fait, l'information de vos hôpitaux pour les services d'urgence, et puis pour compléter un peu les propos de Pierre aussi. N'hésitez pas en fait à aller s'inscrire sur le Fort Elsa pour avoir directement en fait sur le site l'application, et le guide il y est déjà en fait, comme ça vous aurez Oui. Non, c'est vrai. J'aurais pu dire d'ailleurs effectivement que pour transmettre des informations à l'application, vous pouvez passer soit par le site, soit par l'ELSA de votre région. Vous allez dire à l'ELSA de votre région, attention, il y a un nouveau nom qui est apparu, et l'ELSA le transmet. Je crois qu'on va tous faire remonter cette application dans nos structures. Ça pourrait être utile. On va passer à la troisième présentation. Donc la troisième présentation, c'est Célian Bertin, qui vient de Clermont-Ferrand, qui est médecin, psychiatre, addictologue, qui va nous parler de la buprenorphine comme stratégie de sevrage des antalgiques opioïdes après échec d'un sevrage progressif chez les patients douloureux chroniques non cancéreux. Impeccable. Déjà, merci à toutes et tous d'être venus aussi nombreux. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait quand même autant de monde sur une fin de congrès comme ça. Et du coup, on va discuter effectivement de cette question qui est les patients douloureux chroniques, vous allez le voir dans les quelques mots d'introduction, reçoivent beaucoup d'antalgiques opioïdes. Ils en deviennent dépendants, et comment on peut faire pour leur retirer, en sachant qu'il n'y a pas véritablement de gold standard à l'heure actuelle pour essayer de le virer. Ce qui pose une autre problématique en plus, c'est que ce sont souvent des patients pour lesquels il y a la persistance d'une douleur chronique. Donc comment on enlève un antalgique opioïde qui finalement a une balance bénéfice-risque qui est jugée pour différentes raisons devenue défavorable chez des gens qui ont quand même besoin d'être soulagés de leur douleur. Voilà. Je n'ai pas de lien d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc, tout d'abord, quelques mots d'épidémiologie. Donc, la douleur chronique, a priori, en France, c'est une personne sur 5. En tout cas, c'est ce qu'on pensait jusqu'à il y a très peu de temps. Et l'apparition, on a fait un baromètre avec l'Institut Analgesia qui montre qu'en fait, il y aurait 42% de personnes qui souffriraient d'une douleur en France, notamment chronique. En 2024, on a presque 20% de la population générale, à peu près 12 millions de Français, qui ont reçu une prescription d'antalgiques opioïdes. Je vous ai mis le palmarès. Alors, ce sont en premier lieu les opioïdes dits faibles. J'insiste sur la notion de dits faibles, puisque finalement, en termes de risque, c'est exactement la même chose que pour les autres types d'opioïdes. Ce sont les mêmes effets indésirables. Les plus fortes doses de ces opioïdes qui sont dits faibles correspondent aux doses minimales des opioïdes qui sont dits forts. Donc finalement, ça n'a pas forcément véritablement de sens de les classifier ainsi. Ça vient de la classification de l'OMS, mais qui était validée en douleur cancéreuse. Bref, tout ça pour dire que maintenant, il faudrait mieux utiliser la classification de Lussier et Beaulieu, comme indiqué dans les recommandations de la HAS. Toujours est-il qu'en plus, c'est le tramadol qui apparaît en premier et qui, comme vous le savez, a aussi des effets aminergiques, ce qui nous majore encore la problématique en matière de sevrage. Quand on regarde l'usage chronique qui est fait des antalgiques opioïdes, là, on est à presque 3 millions de Français, majoritairement des femmes âgées d'à peu près 55 ans. J'espère que personne ne se reconnaît dans la salle. Et si après, on va encore plus dans le détail, bon, ce qu'on peut évaluer sur les dernières années, entre 2014 et 2023, vous avez la courbe en haut, il y a une très légère baisse de la quantité totale d'antalgiques opioïdes faibles, dits faibles, qui
qui sont délivrés en France, avec le tramadol qui est plutôt en décroissance. Normalement, c'est censé s'afficher. Voilà. Donc j'arrête de mettre des animations parce qu'après, j'oublie que j'en ai mis. Donc le tramadol qui est à peu près moins 20% entre le début et la fin de la période. La codéine qui baisse aussi. Ça devrait s'accélérer, ces diminutions, du fait du renforcement de la législation en matière de prescription, puisque maintenant c'est sur prescription de stupéfiants, donc sur ordonnance sécurisée. Par contre, en contrepartie, on constate une augmentation des spécialités qui contiennent de l'opium. On verra ce que ça donne. A priori, pour l'heure, on n'a pas de signaux d'addictovigilance qui augmentent en regard de ça, mais bon, c'est à réévaluer. Il y a toujours un petit délai aussi avant que les problématiques nous soient remontées en addictovigilance ou nous soient remontées en clinique. Si on fait exactement la même chose sur les opioïdes forts, alors ce sont des données qui ne sont pas encore publiées, là, qui sont issues d'une étude du service, mais le docteur Chénaf et le docteur Trouvin, elles n'ont pas encore sorti. Les opioïdes agonistes complets forts, eux, ils sont plutôt sur une tendance montante, avec quand même la morphine, qui reste le chef de file, l'oxycodone et une diminution du fentanyl, qui est quand même assez rassurante, même si, étant praticien aussi dans un centre de la douleur, moi, beaucoup de mes patients me viennent pour le tramadol, vous l'avez compris, et après, en deuxième temps, pour du fentanyl dans des indications qui ne sont normalement pas validées. Alors, je vais vous dire 80% de la lombalgie chronique, quoi. En matière de morbimortalité, on a quand même des conséquences à ces nombreuses prescriptions, en matière d'hospitalisation, qui ne sont pas négligeables, en matière de décès, même si c'est toujours difficile à suivre de façon précise, majoritairement liées au tramadol. En réponse à ça, on a le législateur qui essaye d'encadrer petit à petit, donc je vous ai mis la succession d'encadrements légal rapportés aux opioïdes, donc on se rend bien compte qu'il y a une problématique. Nos patients, au gré des évolutions législatives, nous arrivent en consultation, mais pour autant, qu'est-ce qu'on peut leur proposer en matière de sevrage quand ils sont devenus dépendants? Donc ça ne vous aura pas échappé, au cours de ces 3 jours de congrès, on a essentiellement parlé d'addiction, de troubles de l'usage, de complications légales liées à l'usage, mais finalement, je n'ai pas vu grand-chose, moi, sur ces notions de patients qui sont devenus dépendants. Donc je voulais refaire juste un point de sémiologie, je sais que ça a été abordé par le professeur de Mathéis. Le trouble de l'usage, c'est une problématique qui est pathologique. Quoi qu'on ait pu entendre dans certaines conférences sur on peut entendre qu'il y a des consommations sans problème, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Toujours est-il que quand il y a un trouble de l'usage, on est quand même dans une situation pathologique. Ça revêt les termes cliniques plus courants de mésusage, d'abus, d'addiction, etc. Et ça peut tout à fait concerner des médicaments de prescription, des opioïdes de prescription. Toujours est-il que nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les problématiques de dépendance auxquelles n'importe qui peut être confronté. Pourquoi? Parce que c'est jamais qu'une réadaptation de l'organisme lorsqu'il est confronté à une substance qu'on lui administre de manière répétée. C'est une manière pour l'organisme de se rééquilibrer en réalité. C'est donc un phénomène physiologique. Si vous, si moi, on prend des opioïdes pendant une période d'1 mois, 2 mois, 3 mois, pour une problématique de douleur, si vous les enlevez brutalement à la fin, il y a un gros risque que vous n'appréciez pas du tout ce qui se passe, puisque vous allez voir apparaître des symptômes de sevrage qui sont désagréables, et comme ils sont désagréables, c'est un facteur de persistance des consommations. On a donc une frange de patients douloureux chroniques qui ont reçu aussi des antalgiques opioïdes, et une fois leur douleur résolue, on n'a pas été en mesure de leur retirer, probablement suffisamment progressivement, ça amènera sur la suite du diaporama, leurs antalgiques opioïdes. Ils ont donc continué à les utiliser. Pour pouvoir prendre en charge correctement ces patients douloureux chroniques, il faut quand même s'interroger, et qui sont sous opioïdes, il faut s'interroger sur leur profil d'utilisation. Le premier cas, c'est finalement l'usage un peu parfait, c'est l'usage thérapeutique, il se passe un truc, le patient prend le traitement, puis une fois que le truc est passé, le patient arrête le traitement, et ça c'est bien goupillé. Quand ça se goupille un peu moins bien, il s'est passé quelque chose, on donne un traitement, et en fait il y a une persistance de l'usage. Ensuite, il peut y avoir une persistance de l'usage et avec la répétition des prises, il y a un phénomène de tolérance qui s'installe progressivement avec une augmentation, c'est le cas de figure numéro 3, une augmentation progressive des doses puisque le patient revient nous voir en consultation en nous disant qu'il est plus suffisamment soulagé de ses douleurs ou parfois des phénomènes de sevrage qui apparaissent en fin de dose. Les derniers cas, c'est quand une dépendance pharmacologique va s'associer aux questions de troubles de l'usage, mais on va les laisser un peu de côté.
Et donc il y a un certain nombre d'échelles qui permettent de savoir un peu dans quelle configuration on se situe et ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas directement le sujet. Le sujet, c'est l'étude Sevrop, qui a été évoquée en premier lieu et qui visait à utiliser de la buprenorphine comme stratégie complémentaire après avoir tenté un sevrage progressif, ce qui est considéré comme le gold standard. Alors je dis bien considéré parce que finalement, on considère que c'est le gold standard alors que c'est une stratégie qui n'a jamais été réellement évaluée. On prend comme paradigme le fait que comme un traitement a été introduit progressivement, si on le retire tout aussi progressivement, c'est que c'est la bonne stratégie. Mais en fait, dans l'absolu, en tant que scientifique, il faudrait faire des études pour pouvoir valider ce phénomène, et ça n'a jamais été fait. Toujours est-il, excusez-moi, voilà, un coup c'était les urgences, un coup... Excusez-moi. Toujours est-il qu'on a été contraint pour différentes raisons, notamment éthiques, de considérer que le sevrage devait se faire de manière progressive avant de pouvoir faire quoi que ce soit d'autre. Ça nous a contraints à adopter ce protocole-là. C'est-à-dire qu'on a débuté par un sevrage progressif et les patients qui se sont retrouvés être en échec de ce sevrage progressif, on a effectué une rotation pour instaurer de la buprenorphine. Donc on a fait ça dans un centre de la douleur, là où on travaille, qui est rompu au maniement de la buprenorphine, ce qui n'est pas forcément non plus l'ensemble des structures. Voilà. Alors, ceci nous a amené à quoi? Oui, alors ce que je voulais vous dire sur la diapo d'avant que j'avais oublié, c'est que ce schéma-là n'est pas forcément un schéma classique dans les études cliniques qui veut qu'on utilise 2 bras, un bras gold standard et un bras nouvelle méthodologie. Finalement, ça nous a contraints à utiliser une méthode qui est beaucoup plus utilisée dans les essais cliniques en cancérologie, où il peut y avoir une vraie perte de chance et à l'inverse, un vrai gain de chance quand il y a un des 2 bras qui fonctionne mieux que l'autre. Voilà. Donc ça nous a permis d'inclure l'ensemble des patients dans un premier bras sevrage progressif. C'est une preuve de concept, on en a inclus 20. 6 patients se sont sevrés de leurs opioïdes uniquement avec le sevrage progressif. Les 14 qui se sont retrouvés en échec, on en a 3 qui sont sortis. 2 parce qu'en fait, la nouvelle dose d'opioïdes qu'on avait trouvée pour eux leur convenait et ils n'ont pas souhaité, ce n'était pas tout à fait le deal initial, enfin on est obligé de s'adapter, ils n'ont pas souhaité passer sous buprenorphine et ils ont voulu garder leur nouvelle dose minimale efficace. Et l'autre, c'est un loupé. En fait, c'est quelqu'un qui est intolérant à la buprenorphine et on était passé à travers au moment du screening. Les aléas de la recherche clinique. Donc il nous reste 11 patients dans notre groupe et on a eu 7 succès de sevrage en utilisant la buprenorphine. En gros, on a diminué, on a fait une première étape de sevrage, ça ne s'est pas bien passé, on passe à la bupré et on s'est donné un certain nombre de mois, 9 en l'occurrence, pour virer la bupré. Sur le plan des caractéristiques, outre le fait que les caractéristiques des patients inclus, finalement, on s'en fiche un petit peu. Et puis, je vous renverrai vers l'étude, moi aussi, grâce à un QR code à la fin, puisque l'étude est désormais publiée. Mais ce qui était intéressant, c'est de savoir si, finalement, nos patients, ils étaient différents dans le groupe buprenorphine par rapport au groupe sevrage conventionnel. Donc, les patients qui sont en jaune dans le groupe bupré, ils ont aussi été évalués dans le groupe sevrage conventionnel, puisque c'est un protocole en 2 étapes selon un plan de Fleming. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ce sont les mêmes. Donc on n'a pas réussi à mettre en évidence de caractéristiques qui pourraient nous orienter sur le fait que, dès le départ, on peut se dire qu'un patient il va être mieux répondeur à un sevrage progressif plutôt qu'à un sevrage à la buprenorphine. Donc pour le moment, l'idée serait peut-être de continuer sur ces 2 valences. Si on regarde les résultats sur l'objectif principal, le succès de sevrage en opioïdes, en fait, on n'arrive pas à mettre en évidence de différence non plus, ce qui n'est pas un véritable problème, puisque nous, ce qu'on voulait, c'était d'essayer de démontrer que la buprenorphine était une alternative, une stratégie alternative qui était valable. Et on s'aperçoit, grâce à cette absence de différence, que peut-être qu'elle n'est pas mieux, mais à minima, elle n'est pas moins bien. Et sur la globalité des patients pour lesquels on a réussi à retirer l'opioïde, on s'aperçoit que grâce à cette deuxième stratégie, on arrive à en sevrer vachement plus que si on s'était arrêté au sevrage progressif qui en a quand même laissé une grande partie en échec.
On est allé regarder, mais on a un tout petit échantillon, on est allé regarder un peu si on avait un opioïde qui était plus facile à sevrer qu'un autre en fonction des différents types de méthodes. A priori, non, pas fondamentalement. Voilà, donc pour le moment, ça reste une preuve de concept qu'on essaiera d'élargir. Moi, j'aime bien cette diapo-là, par contre, elle m'intéresse un peu plus. Là, on a fait un focus sur les patients qu'on a sevrés à la buprenorphine. Ce que vous pouvez voir, c'est que les patients qui arrivent au sevrage à la fin, ils ont tous à peu près la même cinétique. Si vous regardez, c'est plus ou moins le bordel un petit peu au début quand on introduit la buprenorphine, mais tous ceux qui ont déjà introduit de la buprenorphine savent qu'il y a une petite période de fluctuation. Et en fait, les patients qui vont réussir à se sevrer très rapidement, ils ont une pente, et une pente qui est à peu près semblable de décroissance. À l'inverse, vous avez là, les petits pointillés, les patients pour lesquels il y a eu un échec. Et c'est intéressant de voir qu'on n'arrive pas du tout à initier une cinétique décroissante, voire même on continue de monter, et ça ne se passe pas forcément très bien. Voilà. Pour ce groupe buprenorphine, il a fallu 8 mois pour pouvoir leur retirer la totalité des antalgiques opioïdes, contre 6 pour les patients qui ont réussi un sevrage progressif. Vraiment, ceux qui ont réussi un sevrage progressif, on s'est rendu compte que ça roulait très vite, très bien, pour peu qu'on s'adapte un petit peu à la clinique. Ça ferait plaisir à Maurice de Mathéis, ça, la clinique, pour ceux qui ont vu ces topos. Voilà, on s'adapte à la clinique, ça prend un petit peu moins de temps, mais finalement, du temps, on en a, particulièrement en douleur chronique, où de toute façon, ils vont se garder leur douleur, quoi. Et la durée avant échec, par contre, était de 5 mois pour les patients buprenorphine. Donc on a réussi à les tenir quand même dans les soins beaucoup plus longtemps. Par contre, très clairement, les patients qui n'ont pas supporté le sevrage progressif, en 1 mois et demi, c'était plié, on les passait dans le deuxième groupe où on les sortait de l'étude. Donc on s'aperçoit quand même que peut-être qu'en rallongeant encore la durée d'étude, on arriverait à une cinétique décroissante qu'on commence à observer ici pour les patients buprenorphine. Affaire à suivre. Les objectifs secondaires avaient quand même comme vocation à essayer de voir si, à la fin de l'étude, on rendait les patients au moins aussi bien, dans un aussi bon état qu'on les avait pris. Bon, ça aussi, c'est plutôt rassurant. Donc, si on regarde sur l'échelle anxiété-dépression pour la valence anxiété, on s'aperçoit que dans le groupe qui a réussi à se sevrer avec la buprenorphine, on était plutôt sur une amélioration. Le groupe sevrage progressif, eux, très clairement, ils n'ont pas bougé. Le groupe en échec de buprenorphine, en orange, là, bon, c'est un tout petit peu moins bien, mais enfin bon, ça reste quand même à la marge. Dans tous les cas, ce n'est pas significatif. Pour le groupe dépression, c'est plutôt rassurant parce que finalement, l'ensemble des groupes, y compris ceux qui ont raté le sevrage et la buprenorphine, étaient tous plutôt en voie d'amélioration. En termes de douleur, d'intensité et d'interférence de la douleur par rapport à leurs activités quotidiennes, vous m'arrêtez quand je suis en dehors des clous, mais je crois, ouais, pour le moment ça va, je crois. Là aussi, c'est assez intéressant parce que finalement, ce qu'on a fait, c'est retirer des opioïdes pour de la douleur, et ils ne se plaignent pas d'avoir à la fois plus de douleur ou que leur douleur interfère plus dans leur vie quotidienne. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé quand même assez pertinent et qui va nous pousser à continuer les investigations. Parce que finalement, quand on retire les opioïdes, c'est un peu contre-intuitif de se dire que les patients, ils sont à minima aussi bien sans à la fin qu'avec, ce qui veut dire quand même qu'il y a une grosse part qui est liée aux effets indésirables des opioïdes. C'est peut-être une part des effets indésirables des opioïdes qui va interférer d'une façon majeure avec leur qualité de vie et pas seulement leur douleur chronique. En tout cas, ça a l'air a priori de se pondérer. En termes de qualité de vie psychique, physique et de sommeil, globalement, si on regarde la SF12, alors 50, c'est la qualité de vie que chacun perçoit, c'est la baseline que chacun perçoit pour soi-même. Tous les patients s'amélioraient. Donc, à la fin du sevrage, même pour ceux qui étaient en échec, ils avaient quand même comme sentiment d'être mieux en termes de qualité de vie qu'avant le début, quand ils avaient une dose d'opioïdes, tout court, ou une dose supérieure d'opioïdes. Pour la partie douleur physique, ils ont toujours été globalement stables. Voilà. Et sur le sommeil, bon, ça s'est un peu dégradé sur certains groupes initialement, mais finalement, on s'aperçoit que c'est rentré dans l'ordre progressivement. Ouais, voilà, ça a l'air de se redétériorer un peu. Bon, faut voir. En tout cas, on ne les a pas abîmés avec notre protocole, ce qui est plutôt pas mal. Je voulais préciser une chose sur les patients qui étaient en échec de buprenorphine. Tous ont du sevrage en buprenorphine.
tous ont souhaité maintenir la buprenorphine à terme parce qu'ils sont considérés être mieux avec la bupré plutôt que de reprendre leur antalgique opioïde initial. Ce qui veut dire quand même que la buprenorphine, qui a été commercialisée initialement comme antalgique, c'est tombé en désuétude dans les centres de la douleur. C'est un truc qui embête même un peu parfois les anesthésistes parce que c'est considéré comme plus compliqué à manier. Or, c'est peut-être sous-coté quand même en douleur chronique. C'est peut-être bien toléré, c'est moins à risque, ça on le sait tous. Il y a peut-être un coup à jouer avec la buprenorphine, ce qui ne serait pas dur étant donné que nous, en douleur chronique, on a zéro innovation quasiment. Donc si au moins on peut réutiliser les vieux médicaments et faire du repositionnement de médicaments, on tient peut-être un truc. Bref, la stratégie de sevrage de la buprenorphine, c'est au moins aussi efficace que le sevrage progressif, donc on rajoute potentiellement une corde à notre arc. À minima, voilà, c'est prometteur, ça reste une petite étude de type preuve de concept. On est en train de déposer un PHRC national pour essayer de compléter un peu les données. On a quand même des freins par rapport à ce PHRC, qui est l'appréhension de certains centres à l'utilisation de la buprenorphine, certains centres de la douleur et la majorité des centres de rhumato. Et beaucoup de centres qui nous disent qu'en fait, ils n'ont plus de moyens, notamment de moyens de recherche et d'expertise. Et pareil, petit QR code, si vous souhaitez retrouver l'article et avoir un peu plus de détails. Je vous remercie. Merci beaucoup, Célian. C'était parfait et juste dans les temps. C'est vrai que c'est toujours intéressant de s'intéresser à nos patients douloureux. C'est vrai qu'en addictologie, nous, dans l'Exapa, on a toujours beaucoup de mal avec ce profil de patients douloureux et en difficulté avec leur traitement. Le docteur de Mathéis, hier, rappelait aussi que oui, la population en France vieillit. Donc, qui dit vieillissement dit une population de plus en plus douloureuse aussi. Il va falloir tenir compte de tout ça dans nos pratiques à venir. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que, parliez la clinique, c'est important aussi. Est-ce que ces patients-là qui étaient à la base douloureux et donc sous traitement antalgique, est-ce qu'on leur a proposé aussi en parallèle, avec ce traitement de substitution, des activités physiques, des TCC pour gérer le ressenti douloureux ou, Alors, en fait, c'est quelque chose qu'on propose de manière assez conventionnelle dans les centres de la douleur, donc ça n'a pas été proposé en plus de ce qu'on fait en temps normal. L'activité physique à titre personnel, et donc étant praticien dans un centre de la douleur, mais n'étant pas médecin de la douleur, j'ai encore jamais réussi à en prescrire. Parce qu'on ne trouve pas d'APA, que c'est assez compliqué. Donc c'est notre kiné qui s'y colle et qui fait office d'APA. Mais certains des patients pouvaient bénéficier de ça. Après, d'autres patients, mais ça je ne l'ai pas développé, ont pu bénéficier d'un soutien aminergique par antidépresseur, notamment ceux qui étaient sous tramadol et pour lesquels on a quand même constaté un fléchissement thymique au retrait ou à la baisse du tramadol. On s'est rendu compte que c'était quelque chose qui pouvait être pertinent. Et dans ces contextes-là, moi, je prescris essentiellement de la venlafaxine. Voilà. Sur la TCC, soit je le fais moi-même, mais ce n'est pas de la TCC structurée, soit sinon on a une psychologue qui le fait. Mais c'était à la marge et de toute façon, nous, on a véritablement essayé de proposer un sevrage structuré médicamenteux qui puisse être proposé après aux patients qui en relèvent par des praticiens qui ne sont pas des addictologues. Donc, avec des pas qui sont à peu près normés de décroissance et une possibilité d'adaptation quand c'est nécessaire. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un truc clé en main à des gens qui ne sont pas rompus au maniement de la bupré. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Bonjour, Rabia Janourio, médecin addictologue au centre en fait, de cancérologie. Et travaillons en fait avec deux équipes de la douleur. Moi, j'ai deux petites questions. La première, c'est pour votre première phase de réduction progressive pour les opioïdes. Est-ce que c'était vraiment une baisse des doses simple ou c'était type rotation opioïde pour la désensibilisation des récepteurs? Et est-ce que vous avez en fait une expérience à l'utilisation de la kétamine avec en fait des hôpitaux de jour dans ce sens? Et sinon, la deuxième question, c'était le panel de patients que vous avez choisi. Est-ce que c'était parce que je peux comprendre que la douleur elle est chronique, donc on peut imaginer qu'il y a des douleurs résiduelles et en fait cette décision
de sevrage d'opioïdes, est-ce qu'elle était fondée sur le désir du patient ou bien tout simplement, en fait, c'est sur quels critères vous avez décidé en fait un sevrage d'opioïdes? Parce que alors, sur la première partie de votre question, vous me redirez parce que je peux en oublier des bouts au bout de 3 jours de congrès. Le sevrage progressif était structuré. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de maximiser les patients qui avaient à la fois LP, libération prolongée et libération immédiate, en passer un maximum en libération prolongée pour simplifier un peu leur sevrage. Ensuite, eux aussi, j'ai peut-être pas suffisamment insisté sur ce point, on leur donnait 9 mois, ou on se donnait 9 mois d'ailleurs, vu qu'on l'a fait avec eux, pour les sevrer. Donc on avait des points mensuels, notamment à 3 mois, où c'était vraiment un cut-off assez dur sur l'efficacité ou pas du sevrage progressif. Donc j'espère avoir répondu à votre premier point. Le deuxième qui était la kétamine. Alors oui, j'ai une expérience avec ça, mais j'ai un gros problème avec la kétamine. C'est que j'entends que ça fait un bon business pour les hôpitaux de jour d'un certain nombre de centres de la douleur. Toutefois, les données de la science, à l'heure actuelle, indiquent toutes que la kétamine ne fonctionne pas. Alors on a tous des histoires de chasse de patients qu'on tient à grands coups de kétamine, j'ai aucun problème avec ça. On comptera à la fin les problématiques hépatiques et les problématiques vésicales qui émergent, et on est bien placé en addictovigilance pour savoir que ça émerge aussi bien sur la kétamine médicamenteuse, ça c'est pour la pharmacovigilance, que sur les problématiques de kétamine de rue. Donc oui, on connaît, on essaye, enfin on a essayé, j'ai des collègues de la douleur qui tiennent à ce qu'on continue à faire de la kétamine en hôpitaux de jour, j'y suis pas favorable. C'est pas moi qui décide. Par contre, ces patients-là, aucun n'avait reçu de la kétamine. On l'avait mis en critère d'exclusion. Je pense que c'est une erreur d'avoir mis en critère d'exclusion. Je pense que ça n'avait pas de sens. Je sais que c'est utilisé dans certains centres comme soutien lors des sevrages, etc. Bon, je pense que c'est pas forcément très pertinent. Voilà, sur la kétamine. Et le dernier point que j'ai oublié entre-temps. en fait, c'était le choix de... En fait, quels étaient les types de patients? Ouais. Tout type de patients pour lesquels on considérait qu'il y avait un bénéfice-risque défavorable au fait de continuer les antalgiques opioïdes et qui étaient d'accord. Je ne propose jamais un sevrage. Enfin, si, je peux le proposer, mais je n'impose jamais de sevrage aux opioïdes. C'est pas à moi d'imposer quelque chose aux patients. Donc, c'était en fait l'inefficacité des morphiniques, c'est ça? Augmentation des doses, doute sur une hyperalgésie induite par les opioïdes, indication qui n'est pas pertinente vraiment, typiquement douleur neuropathique, lombosciatalgie, dans l'eau il y a une névralgie d'Arnold, des choses comme ça, pour lesquelles ils n'auraient jamais dû croiser la route d'un opioïde. Et puis, alors ceci dit, beaucoup de ces patients-là ont été traités il y a très longtemps, et donc le cours évolutif fait qu'ils ont monté les doses, et au bout d'un moment, même eux se rendent compte que ce n'est pas viable pour eux. D'accord. OK. Ok. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La place de la BAP. Juste une question. Moi, j'ai été impressionné par le taux d'échec. Parce que globalement, les 3/4 là, des 20 personnes ont été en échec sur un sevrage simple. En pratique courante, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la plupart des tentatives de sevrage simple de morphinique. C'est ce que je te disais, comme ça n'avait jamais été évalué, en réalité, on ne sait pas véritablement quel est le taux d'échec sur une décroissance progressive. Moi, ce qui m'alerte, est tel qu'on l'a fait, on l'a fait de façon beaucoup plus progressive que ce qui est proposé dans de très nombreux endroits. Donc on a probablement favorisé en plus une réussite du sevrage par rapport à ce qui se fait ailleurs. Je souhaiterais savoir ce que deviennent ces patients pour lesquels il y a un échec de sevrage progressif et ce qu'il leur est proposé. Et à mon avis, ils deviennent rien, ils vont dans la nature et on leur propose pas grand-chose. Voilà. Mais je théorise puisque on les perd de vue, quoi. Oui. J'étais chef de service en Seine-Saint-Denis avec un hôpital qui faisait de 26 lits où on faisait des sevrages. Et ces dernières années, il y avait beaucoup de sevrage tramadol en particulier qu'on hospitalisait. Après avoir fait un temps dégressif très très long avant l'hôpital, et l'hôpital 3 à 4 semaines de sevrage
un nombre d'échecs considérable, et la plupart d'entre eux sortaient contre notre idée initiale avec de la buprenorphine. Donc sur plusieurs dizaines de personnes, jamais publiées parce que pas d'études, parce qu'on était les mains dans le cambouis. Mais en tout cas, j'ai une grosse expérience de ça et je confirme. Oui, ils sont vraiment mieux une fois qu'on a mis de la bupré. Et pour répondre à la question que tu ne m'as pas posée, je pense qu'il y aura une vraie place de la BAP chez les patients qu'on a laissés après sous buprénorphine orale. On a essayé de le faire un petit peu dans le service. Pour le moment, c'est un échec, mais je pense que je suis allé de façon un peu trop frileuse. Donc il faudra que je revoie ça. Je pense que les équivalences de doses qui sont proposées à l'heure actuelle dans les protocoles pour l'introduction de la BAP, plutôt dans la question d'un trouble de l'usage, sont probablement pas justes pour la question de la dépendance. Mais je manque de paire de bras, voilà, pour pouvoir faire tout ça. D'autres questions? Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante. On va continuer avec Claire Frougier, qui est infirmière addictologue, qui exerce en milieu carcéral, à la fois sur le centre de détention d'Uzerche et sur la maison d'arrêt de Tulle, si j'ai bien compris. Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous cet après-midi. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter le travail que j'effectue en prison sur le mésusage de la buprénorphine. Comment le limiter en proposant la BAP avec une démarche motivationnelle. Donc du coup, je vais me présenter. Moi, je suis infirmière depuis 13 ans. Ça fait 7 ans que je travaille en prison. Ça commence à faire. J'ai obtenu mon diplôme universitaire l'année dernière avec la fac de Limoges et de Poitiers. Et je suis aussi assez fière d'avoir remporté le prix du spécial addictologue junior au concours de l'Albatros cette année. Donc je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui travaillent en milieu carcéral, mais il faut savoir que c'est un milieu très particulier, avec des caractéristiques aussi très particulières, surtout dans le domaine de l'addicto où on travaille tous. On est confronté tous les jours à des patients qui ont des situations très précaires, avec des polyconsommations, la présence de pathologies aussi duelles, des conditions d'incarcération très compliquées, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de surpopulation dans les maisons d'arrêt, il y a plus de 200% d'occupation. Et c'est aussi compliqué au niveau de la dispensation des traitements substitution, parce qu'il y a un mode de distribution qui doit être effectué tous les jours, surtout pour la méthadone, je vous en reparlerai. Donc c'est compliqué pour nous soignants, mais aussi pour les détenus. Et donc ces caractéristiques, évidemment, ça a des conséquences. Il faut savoir qu'en prison, le mésusage des TSO est 2 fois plus fréquent qu'à l'extérieur. On sait par exemple que 24% des patients qui ont de la buprénorphine péros la sniffent, contrairement à 12% à l'extérieur. Donc c'est 2 fois plus. Il y a aussi énormément de stigmatisation. Ces patients-là, ils sont beaucoup appelés les cachetonnés, les toxicos, quand nous on arrive en détention ou quand ils viennent à l'infirmerie chercher leur traitement. Donc ça a vraiment de lourdes conséquences parce qu'il y a beaucoup de raquettes, de violences, et parfois ça peut aussi mener malheureusement au suicide. Et ces dispensations qui sont particulières parce qu'on est en prison, ça nous prend énormément de temps à nous soignants, mais aussi aux détenus qui viennent tous les jours à l'infirmerie pour une prise surveillée de leur TSO. Donc quand on interroge en fait la perception des détenus sur leur traitement substitution, on peut voir que plus de la moitié d'entre eux trouvent que c'est une contrainte de venir nous voir tous les jours à l'infirmerie pour venir chercher leur traitement. Et aussi, un point important, la moitié d'entre eux expriment que la dose de leur TSO est inférieure à leurs besoins. Donc pourquoi je pense qu'il y a une cause, c'est que les médecins qui interviennent en prison ne sont pas forcément formés, souvent c'est des généralistes, ils ne sont pas formés à l'addicto, donc ils ont peur en fait de donner trop de buprénorphine, à cause du racket, du trafic, du mésusage. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui sont sous-dosés avec la buprénorphine. Alors, moi je travaille du coup à la maison d'arrêt de Tulle et au centre de détention d'Uzerche. Il faut savoir qu'Uzerche, c'est un CD de 580 détenus hommes qui sont tous condamnés. À l'époque où j'ai fait mon travail pour mon mémoire, ils étaient 68 sous TSO, on avait moitié buprénorphine et moitié méthadone.
Nous, à Uzères, chez Tulle, la méthadone, comme dans la plupart des prisons, elle est distribuée en sirop de manière surveillée devant l'infirmière. Et la buprenorphine, par contre, elle est distribuée de manière quotidienne, en prise surveillée ou pas, ou aussi nous, on la distribue à la semaine en détention. Comme vous pouvez le voir, il y a quand même 40% à Uzères des patients qui mésusent leur buprenorphine. Donc chez nous, il a sniff ou il la fume. On n'a pas d'injecteur de buprenorphine dans notre prison. Je leur ai posé la question de s'ils connaissaient la BAP. Alors, il y en a la majorité, comme vous pouvez le voir, qui ne connaissaient absolument pas ce traitement-là. Et j'ai osé leur demander s'ils étaient prêts à changer de traitement pour aller vers la buprenorphine à action prolongée. Et comme vous pouvez voir, je n'ai pas eu franc succès parce que j'ai eu 80% de non. Alors, je leur ai demandé pourquoi. Et à Uzères, il y a une très mauvaise image et une peur de l'injection. Il y a beaucoup de détenus qui m'ont dit « Mais madame l'infirmière, on n'est pas tox à se faire injecter du Subutex. On n'en est pas à ce point-là. » Donc c'est vrai qu'il y a une vraie méconnaissance de la BAP auprès des détenus. Donc je me suis posé la question en tant qu'infirmière, qu'est-ce que je pouvais mettre en place pour permettre aux patients de faire un choix réfléchi et rationnel pour lui pour l'acceptabilité de la BAP. Donc j'ai pensé à 3 approches. Une approche d'entretien motivationnel. J'ai créé un questionnaire dont je vais vous parler tout à l'heure. Aussi une approche de pair aidance, en faisant des travaux de groupe avec le partage d'expérience. Je trouve que ça peut être sympa d'avoir un patient qui est sous BAP et de le confronter à des patients qui ne veulent pas de la BAP pour qu'il exprime, lui, le côté positif de ce traitement-là. Et aussi une approche d'éducation thérapeutique en leur montrant, par exemple, une injection de l'Ovenox de sous-cutané pour vraiment dédramatiser cette peur et cette mauvaise image de l'injection. Donc le questionnaire que j'ai créé, il est vraiment orienté sur le patient, sur son vécu et sur comment il vit son traitement substitution en prison. Il est vraiment spécifique au milieu dans lequel je travaille, qui est la prison, qui reprend vraiment tous les thèmes qui sont spécifiques au milieu carcéral, comme le craving, les contraintes de dispensation en prison, la stigmatisation qui est bien présente et aussi le mésusage. Et il est adapté aussi à la pratique courante parce qu'il fait moins de 10 questions. Et moi, quand je le fais passer à mes patients, ça prend maximum un quart d'heure. Donc c'est vraiment court. Et ça a vraiment plusieurs intérêts. Ça permet au patient de réfléchir en fait, sur sa situation et son traitement substitution dans le milieu dans lequel il est. D'engager aussi une discussion entre les soignants et les patients autour de ce traitement-là. De personnaliser aussi le traitement à chaque patient parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous leurs problématiques. Il est aussi sympa parce qu'on peut l'utiliser après l'instauration de la BAP pour faire un avant-après et voir si les problèmes qu'on a étiquetés avec le patient sont résolus ou pas. Et c'est surtout qui permet au patient de faire un choix rationnel sur ce traitement qu'est la BAP. Donc moi, je l'ai fait passer à la maison d'arrêt de Tulle cette année. Donc la maison d'arrêt de Tulle, il faut savoir que c'est une petite maison d'arrêt de 47 places. On a à peu près 100 détenus, donc on a une grosse surpopulation. Et j'avais 8 patients sous TSO, 6 sous buprenorphine et 2 sous méthadone. La majorité venait à l'infirmerie et étonnamment, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, à Tulle, c'est plutôt satisfaisant pour eux de venir chercher leur traitement à l'infirmerie. Par contre, comme vous pouvez voir, plus de la moitié d'entre eux ont subi des stigmatisations, des pressions aussi. Les autres détenus leur mettent la pression c'est vraiment une monnaie d'échange, la buprenorphine Péros en prison. Donc ils ont subi tout ça. Et il y a quand même 40% d'entre eux qui, au cours des derniers mois, ressentaient des sensations de manque dues au mésusage de leur traitement. Juste avant de vous présenter ma vignette clinique, hors l'acceptabilité de la BAP, le questionnaire, il est très intéressant pour les soignants parce que ça nous permet aussi, nous, de mieux connaître les patients qu'on a en face de nous et qu'on voit tous les jours. Parce que c'est vrai que moi, je les voyais tous les jours, ces détenus-là, et ils ne m'ont jamais parlé de leurs difficultés avec ce traitement-là qu'ils avaient en détention. Donc ça nous permet vraiment de créer un lien avec eux et de mieux les connaître. Donc là, je vais vous parler d'un patient que je suis depuis 2 ans à la maison d'arrêt de Tulle, qui est monsieur L, qui a 31 ans. Donc il a un parcours de vie compliqué, le père est incarcéré, la génitrice est injectrice d'héroïne, notamment durant la grossesse. Et c'est un monsieur qui a été placé en foyer et qui a été un peu balancé dans différentes familles d'accueil.
Au niveau des consommations, à l'extérieur, il était polyconsommateur, THC, alcool, crack, héroïne depuis l'adolescence. Et en fait, quand il est arrivé en prison, il n'a pas voulu parler de ses problèmes à l'extérieur d'addiction et de dépendance. Donc il s'est vite retrouvé en manque et il a trouvé de la buprenorphine qu'on appelle Oblak au sein de la détention. Mais il s'est retrouvé sans argent, sans cigarette pour l'échanger, donc il y a eu des gros syndromes de manque pour ce patient-là, donc il s'est orienté vers nous, on lui en a prescrit, il était je crois jusqu'à 24 mg par jour. Par contre, il prenait sa buprenorphine exactement de la même manière que son héroïne, c'est-à-dire qu'il faisait 9 banques par jour. Donc en fait, il y avait juste un changement de produit, il avait beaucoup de syndrome de manque. Je lui ai parlé de la BAP, et alors ça a été un non catégorique de sa part par rapport à son histoire de vie, parce que sa génitrice était injectrice d'héroïne, donc il ne voulait absolument pas entendre parler d'une seringue, c'était hors de question. Je lui ai quand même fait passer le questionnaire. Et ensemble, on a étiqueté pour lui les problématiques les plus pesantes au sein de la prison. Donc il subissait énormément de stigmatisation et de pression pour qu'il vende son traitement. Ce qui l'embêtait beaucoup, c'est qu'il consommait sa bupré comme il consommait l'héroïne. Donc ça, pour lui, c'était extrêmement compliqué. Il était vraiment dans une sensation d'échec et aussi un gros syndrome de manque, surtout à partir du moment où il a travaillé, parce qu'il travaillait aux cuisines, donc il était enfermé en fait le matin et l'après-midi, et du coup il ne pouvait pas faire ses bangs et c'était assez compliqué pour lui. Donc je l'ai laissé errer en détention, je le voyais, et au bout de quelques semaines, à partir du moment où il s'est mis à travailler, il est revenu vers moi, il m'a dit « Ok, je veux bien essayer, avec certaines conditions, toutes les semaines pour voir ». Et actuellement, ça va faire plus d'1 an qu'il est sous BAP, il a 64 mg toutes les 5 semaines. Normalement, c'est tous les 28 jours, et en fait, à un moment donné, il a oublié de venir à l'infirmerie, donc on est passé à toutes les 5 semaines. Et vraiment pour lui, comme vous pouvez voir, j'ai refait passer le questionnaire après, et les problèmes qu'on avait étiquetés en amont, en fait, ils n'existent plus. Il n'y a plus du tout de stigmatisation parce qu'il vient une fois toutes les 5 semaines à l'infirmerie, et nous, ça nous permet aussi de faire ensemble des suivis réels d'addicto. Il n'y a plus de sensation de manque. Et il m'a dit une phrase qui vraiment que je garderai en tête. Il m'a dit « Depuis que je suis sous BAP, j'ai enfin l'impression d'être sous traitement parce qu'en fait, la bupré, il la prenait vraiment comme sa cam, comme l'héroïne. Donc vraiment, pour lui, c'est vraiment une grosse victoire. Il est très content. » Voilà. Donc pour conclure, la démarche motivationnelle dans le mésusage de la buprenorphine en prison, ça permet vraiment d'améliorer la relation qu'on peut avoir avec nos patients et de connaître leurs problématiques, surtout dans un milieu très compliqué, avec ses propres règles. La place importante aussi de l'infirmière, parce qu'on est tous les jours avec eux, c'est nous qui leur distribuons tous les jours les médicaments le matin. C'est un gain de temps aussi, autant pour les patients que pour nous, pour faire de réels suivis addicto. Et c'est vrai que les prochaines étapes que j'aimerais franchir, c'est de déployer le questionnaire dans différentes prisons pour avoir vraiment une analyse quantitative à travers un travail de recherche et aussi d'explorer, que je n'ai pas eu le temps encore, les approches d'éducation thérapeutique et de paire aidance, voilà, avec les patients qui sont sous BAP actuellement, que ce soit à Uzerche ou à Tulle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions par rapport à cette présentation ? Oui. Alors, avec la bouteille, en fait, il prenait une bouteille en plastique avec de l'eau et il la prenait comme l'héroïne. Il la faisait bouillir, comme il prenait son héroïne, comme il faisait, en fait, je peux pas, il avait fabriqué un bang avec une bouteille en plastique, il me l'avait montré. Oui, ouais, il fume. Il est allé. Comment Après, il était vraiment dans un état catastrophique quand il faisait ses banques de buprenorphine. C'était. Non, mais en tout cas, on a la même définition du mot, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu curieux, mais bon. Ouais. Après, ils ont des pratiques, ils sont très ingénieux en prison, il faut le savoir. Donc. Moi, j'avais une petite question pour la suite. Une fois qu'ils sortent de prison, qu'on a mis en route ce traitement retard, est-ce que vous travaillez en relais avec le XAPA ? Est-ce qu'ils sont orientés sur, pour pas qu'ils restent dans la nature avec... Ça existe
dans le milieu hospitalier et en XAPA, et nous, du coup, on appelle les infirmières les XAPA, parce que, par exemple, à Userche, ils viennent de partout, donc on appelle les XAPA, après on leur demande s'ils ont bien la BAP pour poursuivre le traitement, et oui. Nous, tous les patients qu'on a qui ont été libérés, ils ont poursuivi la BAP à l'extérieur. Il y a un suivi qui est organisé, qui est prévu. On veut vraiment pas qu'ils reviennent à la buprée en comprimé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer à la dernière présentation. Donc c'est Salim Mezage, qui est pharmacien pharmacologue à l'AP-HP de Marseille, qui va nous présenter une intervention éducative innovante qui s'appelle Quizopio, pour réduire les risques de surdosage aux opiacés et promouvoir l'utilisation de la naloxone. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir tenu jusqu'ici. On y est presque. On va pouvoir aller profiter du beau soleil de Biarritz. Alors, je crois que je suis encore à Marseille, c'est pour ça. Je suis dans le déni. On va rester dans les opioïdes et je vais vous parler cette fois-ci de naloxone, de surdose et de comment on a pu travailler pour essayer de monter une intervention qui va favoriser l'utilisation de naloxone chez les personnes qui consomment des opioïdes et surtout avec leur entourage. Rapidement, je vous rappelle juste, si vous avez fait un tour en bas, les formes de naloxone qui sont disponibles en France aujourd'hui. C'est de la naloxone prête à l'emploi que n'importe quelle personne peut avoir. Ce sont des médicaments, donc ils sont disponibles en pharmacie, mais les XAPA, les Carudes les distribuent aussi. Il y a une forme sous forme d'injection intramusculaire qui s'appelle Prénoxade, et puis deux formes intranasales, donc ce sont des sprays pour utilisation, et donc très simple d'utilisation. Vous voyez un petit peu, il y a des différences au point de vue réglementaire, mais on va dire que ces formes se valent, mis à part la voie d'administration. Qu'est-ce qu'on sait de la diffusion de naloxone en France chez les personnes qui consomment des opioïdes, que ce soit des médicaments antalgiques ou que ce soit des opioïdes illicites? Donc on a un dispositif Oppidum qui, chaque année, va interroger les personnes qui se présentent en XAPA, Carude, service d'addictologie, et on leur pose la question, est-ce que vous connaissez la naloxone? Et deuxièmement, est-ce que vous en avez à disposition? Donc ça, c'est ce que j'avais présenté il y a 2 ans. Donc on voyait que c'était encourageant parce que de 2019 à 2022, on était passé de 37% qui connaissaient à 61% et 13% qui en avaient à 30%. Donc aujourd'hui, j'ai 2 ans de plus à vous présenter. Donc malheureusement, on voit que la dynamique est un peu en train de s'essouffler. Même si ça continue à augmenter, aujourd'hui on est à 70% sur notre échantillon qui connaissent la naloxone, mais seulement encore 1/3 qui en ont à disposition. Et donc nous, vraiment, notre question, c'est de se dire comment on va faire pour que ces 2/3 en aient et sachent comment l'utiliser. J'avais voulu proposer à l'époque, sur le modèle de ce qu'on sait avec le VIH, par exemple, c'est une cascade, 95%, 95%, 95%. Donc si on reprend nos chiffres, donc on voudrait 95% des consommateurs qui ont connaissance de la naloxone, donc on est à 69%. Parmi eux, un maximum qui en ont à disposition. Et ce n'est pas seulement le fait d'en avoir à disposition, parce que malheureusement, on a des exemples de personnes qui avaient de la naloxone et en fait, l'entourage n'a pas su réagir. Donc, il y a une éducation à faire auprès des personnes sur comment l'utiliser, savoir réagir en cas de surdose, etc. Donc, d'où notre intervention, Quizopio, qui a été créée dans le cadre d'un projet qui est financé par l'ARS PACA depuis 2020. Donc voilà, on est toute une équipe qui travaille là-dessus. Et on a un financement encore qui va durer pendant 4 ans. Donc on développe ces actions vis-à-vis des surdoses d'opioïdes. Donc rapidement, je vous en ai parlé. Pourquoi on a fait cette intervention? Donc sur le terrain, qu'est-ce qu'on a observé? C'est qu'il y a un manque de connaissances et puis il y a peu d'outils spécifiques finalement à disposition des structures pour accompagner les usagers. Donc on a créé dans le cadre du programme un certain nombre de supports, des vidéos, des affiches qu'on a diffusées largement dans notre région. Donc si vous vous baladez dans les structures de la région PACA, vous risquez de tomber sur ces affiches. Et on avait quand même besoin d'une démarche d'aller vers les patients, les usagers et leur entourage. Donc on a créé cette intervention. Donc comment ça se présente? Ce sont des ateliers éducatifs sous forme de jeux. Donc vous voyez, il y a 4 jeux de cartes qu'on fait en face à face ou en groupe. Là, vous voyez un atelier que j'animais dans une structure. Donc là, on était sur un groupe.
On fait ces 4 quiz, il y a 4 objectifs. Le premier, il y a des cartes avec un certain nombre de substances, ils doivent reconnaître lesquelles sont des opioïdes, lesquelles ne le sont pas. Le second, c'est pareil, mais cette fois-ci avec les symptômes de la surdose, pour savoir les reconnaître, et puis on travaille aussi sur les symptômes du sevrage, par exemple, ou les symptômes de surdose de stimulants, parce que parfois c'est un peu flou dans la tête des personnes qu'une surdose de crack ou de cocaïne, l'analoxone n'aura pas d'effet. Donc on travaille aussi là-dessus. Les facteurs de risque, notamment quand il y a des arrêts de consommation, par exemple suite à une incarcération, donc connaître ces facteurs de risque, et ensuite on travaille vraiment sur l'analoxone, et puis on a des kits de démonstration qu'on montre aux personnes. Donc c'est très flexible. Moi, quand je le fais sur un accueil XAPA, donc ça va, ça vient, les gens viennent prendre leur méthadone, il reste 10 minutes, un quart d'heure. Ça se fait aussi en service d'addictologie, où là, les gens ont beaucoup plus de temps pour poser leurs questions, etc. Rapidement, comment on a travaillé pour monter cette intervention? C'est un travail finalement de plusieurs années. Donc vous voyez qu'initialement les cartes, voilà, elles étaient assez artisanales, hein. C'était ce qu'on appelait des prototypes. Et donc on a commencé à travailler comme ça, en co-construction avec les acteurs de terrain, avec les personnes usagères, avec voilà, des lignes directrices. Nous, on voulait une approche éducative qui soit ludique, qui améliore la littératie en santé, c'est-à-dire que les personnes comprennent mieux ce qu'est un opioïde, ce qu'est une surdose, etc., ce qui est déjà important, qu'on améliore leur auto-efficacité, c'est-à-dire qu'ils se sentent confiants pour réagir s'il y a une surdose dans leur entourage, et puis la paire-éducation, parce qu'on sait que ce n'est pas la personne concernée qui va utiliser l'analoxone, mais l'entourage. Donc chaque personne qui prend son kit doit aussi informer son entourage de comment l'utiliser, etc. Donc ça, c'était notre première phase. Deuxième phase, on est allé le tester sur le terrain. On avait fait initialement 5 ateliers, et je remercie encore nos partenaires à Marseille, Bus 3132 et à Sud, où on est allé faire ces ateliers. On avait un court questionnaire à la fin. Vous voyez les satisfactions, 9 sur 10. Ce qui nous intéressait aussi, c'était qu'ils étaient plus confiants pour réagir en cas de surdose, et ils étaient intéressés de repartir avec un kit à la fin de l'atelier. Donc ça, c'était positif pour nous. Dans la suite, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on poursuit ces ateliers, et d'ailleurs, voilà, de nouveaux centres nous en rejoignent, et dans une phase pilote, parce qu'on ne peut pas se déplacer dans toutes les structures de la région, c'est de le mettre à disposition de structures volontaires. Donc il y a un hôpital de psychiatrique à Aix-en-Provence qui l'utilise, il y a un CARUD à Toulon, et puis bientôt il y aura la maison d'arrêt que vous connaissez des Baumettes, qui va mettre en place ce jeu, et voilà, donc on étend au fur et à mesure pour que toutes les structures puissent utiliser cette intervention. Donc dans les perspectives, donc nous ce qu'on a vu, c'est que ces ateliers, ils semblent pertinents, ils sont faisables, ça semble efficace, et ce qu'on veut, c'est confirmer l'efficacité. Donc on est en train de lancer une étude, tout ce qu'il y a de plus scientifique, randomisé en cluster, contre une intervention contrôle, et donc on vise à inclure 75 participants dans chaque groupe pour évaluer vraiment l'efficacité de cette intervention, et puis une fois que si ces résultats sont probants, le diffuser à la France entière par l'intermédiaire de tous les centres d'addictovigilance. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur cette dernière intervention? Moi, je repensais aussi à nos patients douloureux, ou en tout cas dont on a parlé tout à l'heure, des patients douloureux sous morphine. Et c'est vrai que je pense que très souvent, eux, on ne pense pas à leur faire des prescriptions de naloxone. Et pourtant, hier sur l'atelier du docteur de Maurice de Mathéis, là, il disait qu'il était souvent confronté avec des gens qui mésusaient leur traitement, qui prenaient des doses de morphine de plus en plus importantes, avec des cas de... Il rapportait le cas d'une patiente qui avait fait plusieurs overdoses morphiniques. Et il disait que c'était des patients souvent qui étaient oubliés justement dans des politiques comme ça de prévention du risque d'overdose.
C'est exactement ça. On fait un gros travail auprès des médecins algologues et généralistes pour qu'ils puissent prescrire, parce qu'ils peuvent le prescrire, mais ce n'est pas forcément dans leur pratique et puis ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc on a créé des outils aussi pour les aider, des exemples d'ordonnances, etc., pour essayer de les aider là-dedans et puis de déstigmatiser cet outil et de montrer que c'est tout comme quelqu'un qui est allergique, qui a son stylo d'adrénaline, ou quelqu'un qui est diabétique et qui a son glucagène. C'est une sécurité du traitement. Donc quelqu'un qui a un traitement opioïde, il peut bénéficier de ça. Et puis voilà, ça ne veut pas dire qu'il est addict ou quoi que ce soit. C'est une sécurité du traitement. Est-ce qu'on pourra bénéficier, on pourrait avoir un petit exemplaire au Pays Basque de Quizopio? Avec plaisir. C'est le centre d'addictovigilance de Bordeaux. Je vous mettrai en contact et qui pourra vous le faire passer. Est-ce qu'il y a des questions? Et j'ai vu que tu proposais les 3 formes de naloxone, c'est ça? Est-ce qu'il y a des préférences de la part des usagers sur, est-ce qu'ils vont naturellement vers la forme intranasale ou est-ce qu'ils... Alors globalement, c'est ce qu'on s'est dit. Et ça a parfois été le cas de la forme injectable qui peut rebuter, même si finalement, il y en a qui vont préférer cette voie-là. Ils trouvent que ça fait plus... efficacité, il y en a qui n'ont pas du tout peur de l'injection, etc. Il y en a qui vont être très rebutés par cette forme-là. Donc pendant un certain temps, entre 2020 et 2021, il n'y avait que la forme injectable qui était disponible. Ça a été un problème, et justement pour les patients douloureux chroniques qui, voilà, à la maison, ne se voient pas forcément avoir ça. Donc c'est bien de proposer toutes ces formes-là, mais la forme injectable peut avoir sa place. Et justement, comme le disait le docteur Polomeni, c'est que sur les opioïdes de synthèse très puissants, possiblement, c'est un peu plus efficace parce qu'il y a plus de doses et puis la voie intramusculaire, ça passe mieux. Donc ça aura toujours son intérêt, je pense, c'est bien de garder toutes ces formes. Et une deuxième question justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir des doses plus élevées? Enfin, j'ai eu la question d'un industriel qui, par exemple, regardait un spray intranasal à 4 mg de naloxone. Aux États-Unis, ils sont même à 8, je crois, maintenant. Là où chez nous, vous voyez qu'on est à peu près à 2 mg sur le spray nasal. C'est assez spéculatif, hein. Même aux États-Unis, ils sont un peu critiques par rapport à ça. Ils se demandent si ce n'est pas aussi la course des firmes, hein, pour avoir chacun leur forme. Pour les opioïdes qui circulent en France, ces formes-là vont suffire, sachant qu'il y a au minimum 2 doses qui sont disponibles dans chaque kit. Donc les études montrent que dans la grande majorité des cas, ça va suffire. Après, on a eu des cas quand même où il y a eu les 5 doses de prénoxate qui ont été administrées avant que la personne se réveille. Donc cette question des dosages, elle n'est pas tranchée. En tout cas, comme nous en France, mis à part quelques cas de nitazène, on n'a pas ces opioïdes de synthèse très puissants, on n'est pas forcément encore concerné sur l'augmentation des doses. Il y a marqué prescription médicale facultative là, pour le Ventizol, que j'avais un peu zappé. Ça coûte combien si le patient se présente sans ordonnance? Le prénoxate qui est en prescription facultative, il est à 22 €. C'est l'injection. Malheureusement, le Ventizol, ils n'ont pas encore de prix. Ils ne se sont pas mis d'accord sur le prix. Donc, ils ont fait un prix pour les structures. Donc, les structures peuvent l'acheter et le donner gratuitement. Mais vous ne pouvez pas encore le trouver en pharmacie tant qu'il n'y a pas de prix. Et le Nixoïde, qui est obligatoire, le prix de 30 €. Donc, globalement, ce sera à peu près ça. Est-ce que vous avez des questions encore? Oui. Sur la troisième partie, comment rendre le traitement efficient quand ils l'ont? Qu'est-ce que vous avez comme outil? Parce que je trouve que ça, c'est un vrai frein. Il y en a qui ne veulent pas en parler à l'entourage, par exemple. Donc, comment ils vont faire le jour où ils en auront besoin? Est-ce que vous avez des petits trucs à nous partager? C'est exactement ce qu'on essaye de faire pendant ces ateliers, c'est de faire passer tous ces messages de l'entourage. Alors, ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent, les gens vont dire « moi, j'en ai pas besoin, mais je vais le prendre pour les autres ». Et c'est un levier qui est très puissant de savoir que je vais pouvoir agir pour les autres. Donc, en fait, les gens qui participent à ces ateliers, le plus souvent, ils me disent « moi, je ne le fais pas pour moi, mais j'en connais qui prennent des risques ». Donc, en fait, on est déjà dans l'accès à l'entourage. Et par contre, on est
vraiment bloqué pour des personnes qui sont complètement isolées. On préfère toujours qu'il l'ait, on ne sait jamais, mais là, pour le coup, c'est plus compliqué. Donc non, les approches éducatives et puis la répétition des messages pour que ce soit en fait ancré, tout comme l'échange de seringues, c'est passé dans quelque chose d'assez ancré, donc on essaye par rapport à ça. Encore quelques questions? On va pouvoir profiter de la plage et du soleil de Biarritz. Alors, je veux remercier tous nos intervenants. C'était vraiment très intéressant et on voit à quel point, en tout cas, parler de la réduction des risques, faire de la prévention, c'est important. On a pu donc apprendre qu'il y avait 2 outils super intéressants, le Quizopio et le NPS. Donc, télécharger. Je pense que ça va être intéressant et faites passer les informations à vos équipes. Je vous remercie. Et puis, je vous dis, dans 2 ans, pour le prochain ATHS, ce sera la 11e édition. On espère avoir toujours ce temps magnifique. Peut-être une petite tempête encore, c'est pas mal aussi. Merci beaucoup.